Et ben c'est parti. Bonjour à tous, bienvenue pour ce premier rendez-vous des engagés de Londres. J'espère que ce sera le premier rendez-vous d'une longue série d'interviews. Je suis Audrey Chapeau, je suis anthropologue et je vous propose de bousculer le prêt-à-penser pour changer de regard sur notre rapport au monde, sur notre rapport à nous-mêmes, sur notre rapport aux autres. Et l'objectif, c'est de trouver de nouveaux modes de vie pour vivre et travailler avec plus de cohérence, plus d'aisance et plus d'impact, et chacun à sa manière. Aujourd'hui, j'accueille Isabelle Sangel. On se connaît depuis des années. On a appris à se connaître, elle, parce qu'elle s'intéresse à la pensée chinoise. Elle expliquera comment, pourquoi elle en est arrivée là. Moi, parce que je m'intéresse à la pensée indienne. C'est en fait ma formation initiale. J'avais un double cursus en anthropologie et sur la civilisation indienne. Donc, on s'est connus par ce prisme-là. Et puis, on travaille ensemble depuis plusieurs années sur un binôme de réflexion et d'échange de pratiques. Elle, avec son regard sur l'impact des lieux sur les modes de vie et les modes de travail, et moi, avec mon regard sur l'impact des croyances et des comportements sur les modes de vie et les modes de travail. Donc, on a un binôme très fécond et je me disais que c'était très intéressant de commencer ce cycle d'interviews avec Isabelle parce que sa démarche et son parcours font qu'elle est, de mon point de vue, avant-gardiste. On verra si elle est d'accord ou pas avec ça. Et puis parce que, l'air de rien, elle a créé un métier hybride, un métier composite à partir de ses expériences passées. Elle nous en dira un petit peu plus. Isabelle, bonjour. Bonjour à tous. Est-ce que tu peux te présenter très brièvement quelques mots et nous dire ce que tu fais aujourd'hui, s'il te plaît? Alors aujourd'hui, en fait, j'accompagne des particuliers et des entreprises dans leur développement, dans leur développement personnel ou développement d'entreprise, dans ce qui concerne leur rapport avec les lieux. Donc, je travaille donc sur les lieux de vie ou les lieux de travail. Alors pourquoi alors j'ai fait un premier choix qui était de ne pas couper l'humain en deux, c'est-à-dire que je travaille pour des particuliers, des entreprises, parce que pour moi, l'humain, il est un et on ne peut pas le séparer en agent économique d'un côté et puis consommateur de l'autre. Alors, pourquoi je suis arrivée à ce métier-là? Parce que pour moi, les espaces, les lieux sont impactants, agissants. Ce qui arrive dans nos vies est vraiment en lien avec les lieux dans lesquels on se situe, dans lesquels on travaille et la façon dont on interagit avec ces lieux, en fait. Alors, bien sûr, on va parler du bien-être, on va parler de l'acoustique, de la lumière, des couleurs, etc. Mais il y a aussi tout un impact sur la santé, la qualité de l'air, la pollution électromagnétique, etc. Et puis, alors ça c'est un peu plus subtil, sur tout ce qui nous arrive, les événements, ce qu'on pourrait appeler la chance, un peu dans notre culture, en quelque sorte. Par exemple, moi j'ai toujours été frappée d'entendre parler de maisons à cancer, de maisons à divorce, etc. Ou de locaux dans lesquels, tiens, un restaurant qui a fait faillite 5 fois, et les restaurants succèdent et à chaque fois, ça se termine de la même façon. Donc ça, c'est un truc qui, moi, m'a toujours un peu interpellée. Donc j'ai eu envie de comprendre qu'est-ce qui faisait que dans un lieu, on se sentait bien ou pas, qu'est-ce qui faisait que dans un lieu, il se passait telle ou telle chose ou pas. Donc mon boulot, en fait, c'est de décrypter, de donner une lecture des lieux. Alors, ça se fait à plusieurs moments, en fait, dans l'histoire de notre interrelation entre l'humain et les lieux. Déjà, c'est sur l'aide au choix. Je choisis un terrain pour faire construire, que ce soit un bâtiment ou une maison. Comment je suis sûre que ce terrain il va être bien? Comment je choisis mon nouvel appartement? Comment je choisis un nouveau local pour mettre mon entreprise, etc. Ensuite, c'est voilà, j'ai un projet de rénovation ou de modification de ces espaces. Comment je peux l'aménager au mieux, par rapport à mon entreprise, ce qu'elle fait, quelle est son activité, par rapport aux gens, par rapport à mon projet de vie, si je suis dans de l'habitat.
par rapport à des caractéristiques données de la personne qui font que on n'est pas tous faits pour vivre de la même façon au même endroit. En fait. Donc, comment on s'adapte à la personne. Donc, et puis, ça peut être tout simplement dans le cadre d'une résolution de problème, une approche que je vais appeler thérapeutique. Voilà, on vit à tel endroit, on travaille à tel endroit, il y a telle problématique qu'on rencontre, qui peut être des problématiques de j'arrive pas à me concentrer, j'arrive pas à me poser, j'arrive pas à être efficace, j'arrive pas à dormir, j'arrive pas à on est en conflit, on a un projet de bébé, on n'arrive pas. Donc ça peut être tout ça en fait. Un petit peu, en tout cas quelque chose qui va où je suis en conflit, je m'engueule avec mon fils tous les jours. Comment on peut faire pour que ça aille mieux. Donc tout ça, c'est des choses sur lesquelles le lieu peut nous aider en fait. D'accord. Alors, ce que tu dis, en fait, c'est que tu interviens sur toute la chaîne avant de décider, avant de choisir d'un lieu, mais aussi alors que le lieu est déjà choisi, que les gens travaillent ou vivent dans ce lieu-là, et que tu travailles à la fois en prévention, pour éviter qu'il y ait des problèmes ou des effets secondaires, et en même temps en résolution de situation. Mais alors, les gens, comment est-ce qu'ils font pour venir à toi? Enfin, comment ils savent que tu existes et que tu fais ça? Parce que comme ce n'est pas une approche très connue encore, comment on en arrive à toi? Alors, c'est aussi par Internet, par le bouche à oreille, après, voilà, moi, ma boîte à outils, c'est des outils qui sont, qui existent. C'est-à-dire que moi, dans ma boîte à outils, je suis architecte d'intérieur, je pratique le feng shui, donc c'est via le feng shui en fait, qui est quand même une chose qui est, c'est quand même des choses dont on entend parler depuis quand même quelques décennies en France. Alors même si ça reste assez confidentiel, il y a quand même des livres, il y a quand même des revues, il y a quand même régulièrement, c'est un peu un serpent de mer en fait. On en parle beaucoup à un moment, puis tout d'un coup, pouf, plus rien, puis tout d'un coup, pouf, il y a un nouvel article qui sort sur le sujet. Je pense que c'est quand même le rapport au lieu, il est quand même fondamentalement inscrit dans nos gènes, c'est une pensée archaïque pour moi. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un truc archaïque qui se joue là-dedans. Donc de temps en temps, on passe sur un mode rationnel, et puis tout d'un coup, on vient un peu plus sur des choses un peu ésotériques. Donc voilà, il y a des choses qui bougent quand même de façon un peu cyclique. Après, voilà, c'est des gens avec qui j'ai travaillé, pour qui ça a eu des résultats, qui vont aussi en parler à des amis, etc. Après, c'est comme ça que ça se fait en fait. Et alors, est-ce que tu dirais que ta clientèle, elle vient plutôt sur le plan de on recherche un architecte d'intérieur, ou elle vient plutôt sur le plan de on recherche quelqu'un qui a une expertise feng shui? Moi, je pense quand même que le fait d'être architecte d'intérieur, en fait, le moment où on se préoccupe de faire construire, rénover, modifier, choisir un nouveau lieu, etc., est quand même un moment clé pour les gens pour se poser cette question-là. Pour dire, tiens, comment je peux faire pour que ce nouveau lieu, il nous accompagne, il soit vraiment bienveillant. Moi, je parle d'habitat bienveillant quelque part. C'est comment je peux faire pour que ce lieu, il nous porte vraiment dans ce qu'on a envie de faire de notre vie, en fait, ou de notre métier. Donc, je pense que ça, c'est vraiment un moment privilégié pour se poser ces questions-là. Après, le côté résolution de problème, c'est peut-être un peu plus confidentiel. Après, c'est vrai que quand des gens sont vraiment dans une problématique aiguë, avant de consulter quelqu'un comme moi, il faut vraiment avoir essayé plein de choses en fait. Après, je pense qu'intuitivement, il y a quand même beaucoup de gens qui sentent que, ouais, effectivement, moi, ça c'est vraiment une expérience qui, moi, m'a vraiment frappée depuis que je suis toute petite, et qui interpelle beaucoup. Les clients, ils m'en parlent, de dire, effectivement, j'ai une forme de sensibilité qui fait qu'il y a des lieux où quand j'arrive,
je me sens pas bien, et puis d'autres où vraiment je me sens super bien. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que les gens observent dans leur rapport au lieu. Donc à partir de là, ce qui est exactement mon chemin, c'est tiens, moi j'ai eu envie de comprendre, déjà de comprendre, et puis après d'en faire un métier en fait. Ouais. Donc ça, c'est une expérience qui est assez, qui est partagée. Et pour moi, l'image que je m'en fais, et c'est aussi un peu les discussions qu'on a pu avoir toi et moi, c'est que le décodage du lieu, c'était depuis la nuit des temps un peu une condition de survie de l'humanité. C'est-à-dire que qu'est-ce qui fait que telle grotte elle est protectrice, ou qu'est-ce qui me permet de comprendre que ce lieu il va être porteur de santé, de longévité, de sécurité, de prospérité, d'alimentation, tout simplement. Ou est-ce qu'au contraire, il est porteur plutôt de miasmes, de dangers, d'agressions en tout genre, que ce soit des prédateurs ou des ennemis, des tribus adverses. Donc ça, moi, je pense vraiment qu'il y a un fond commun à l'humanité sur cette dynamique-là, sur cette thématique-là. Et que, après, plein de cultures, plein de civilisations ont outillé les choses de façon différente. C'est-à-dire que, voilà, moi, ma boîte à outils, c'est le Feng Shui, plutôt. Donc la pensée chinoise, en tout cas des outils qui viennent de cette culture-là, qui m'intéressent dans sa dimension universelle et pas uniquement dans la dimension, le Feng Shui, c'est pour les Chinois, alors que nous, en Occident, on a d'autres outils. Mais il y a une dimension universelle du Feng Shui, de même qu'à Bali, on va trouver d'autres choses, en Inde, on va trouver d'autres choses, chez les Indiens, Hopi ou Navajo, on va trouver autre chose, qui sont des systèmes qui, pour beaucoup, se ressemblent. Il y a plein de choses, il y a toute une dimension énergétique qui est en fait commune. On va parler de on va parler de proportion, on va parler d'ancrage, on va parler de forme, de disposition. Après, voilà, la façon dont ça a été outillé, conceptualisé, effectivement, il y a des choses différentes d'une civilisation à l'autre. Et moi, ce que je trouve intéressant et que j'ai toujours trouvé fascinant dans la pensée chinoise, c'est qu'il y a un côté très, très complet. C'est-à-dire qu'on parle par exemple, la notion de qi. Donc, on parle d'invisible et de visible, parce que le qi, c'est le souffle vital. C'est une notion qu'on va trouver dans d'autres cultures. Et ce qi, il va parcourir les espaces comme il va parcourir notre corps. Donc, il y a cette espèce de continuité entre l'homme et son environnement. Entre l'intérieur et l'extérieur. Entre l'intérieur et l'extérieur. Donc, on va retrouver finalement là un peu les mêmes concepts, même si on parle de gymnastique, si on parle d'alimentation, si on parle de médecine chinoise, enfin de médecine traditionnelle. En fait, tout ça, c'est quelque part d'une grande cohérence. En fait. Là où notre culture... Pardon ? Et d'une cohérence dans la complexité, parce que c'est aussi... Pour moi, cette pensée, une façon de commencer à reprendre une forme de complicité avec la complexité du monde. C'est-à-dire que moi, ce que je trouve regrettable dans la période actuelle, c'est que le monde étant complexe, mais il a toujours été complexe, c'est pas nouveau. Il y a plein de gens qui vont essayer de simplifier les choses et de nous faire avaler une espèce de bouillie pour le chat. Plutôt que nous apprendre à naviguer avec cette complexité. Et je trouve ça très regrettable. Pour moi, voilà, la pensée chinoise, c'est un des leviers pour apprendre à être à l'aise dans cette complexité, en fait. Je suis complètement d'accord. Ce que je voulais dire, mais qui complète complètement ce que tu disais, c'est que là où notre civilisation occidentale, au sens large, nous a habitués depuis quelques siècles à tout séparer, à tout scinder, à ne regarder que les petits morceaux d'un tout. Les pensées asiatiques, globalement, là je parle pour la pensée chinoise et la pensée indienne que je connais particulièrement, mais on le retrouve aussi dans d'autres civilisations, toutes les civilisations, enfin toutes les cultures dites animistes, en fin de compte, donc on retrouve sur tous les continents. Pour elles, ce qui est important, c'est à chaque fois de retrouver l'unité. Oui. Ce qui est en haut est pareil que ce qui est en bas, ce qui est à l'intérieur est pareil que ce qui est à l'extérieur, ce qui est l'infiniment petit est pareil que ce qui est l'infiniment grand. Et tout ça, ça crée une sorte de logique qui permet une clé de lecture
Oui. dans la complexité du monde Ouais. qui soit d'hier ou d'aujourd'hui. Il se trouve que la complexité du monde d'aujourd'hui est un peu différente de la complexité du monde d'hier, mais Elle a plus ou toujours moins de été. complexité, elle est différente et on n'y est pas encore habitué. Ouais, Ce tout qui à fait fait. que tout le monde est, en tout cas beaucoup sont un peu chamboulés en essayant de comprendre ce qui se passe parce que la logique est en train d'évoluer, mais la complexité reste la même. Et effectivement, c'est ça que je trouve vraiment intéressant dans ces pensées non occidentales, c'est que pour le coup, ça, elles l'ont gardé. Ouais, ça, moi, je me rends compte, finalement, moi, c'est aussi l'histoire de ma vie. Hein, c'est que moi dans mon parcours, il y a toujours eu la notion d'avoir du mal à choisir. Hein, c'est-à-dire que moi, au départ, j'étais pas du tout, j'étais pas du tout dans ce domaine de l'architecture intérieure et puis du Donc, tu rapport au faisais quoi avant? En fait, avant, alors moi, j'ai suivi le parcours des bons élèves, hein, donc parce que j'avais la chance d'avoir quand même quelques moyens intellectuels, puis d'être dans une famille où on était très supportés en fait par nos parents dans les études, dans la connaissance, c'était vraiment une chose qui était majeure. Il y a un côté sacré des livres en fait, hein, un peu dans notre famille. Donc j'ai suivi le parcours des bons élèves, hein, voilà, baccalauréat scientifique, prépa, grande école, et puis après, donc c'est là que ça a commencé à être un peu plus compliqué, parce que quand on me faisait choisir entre la finance et le marketing, moi je choisissais la sociologie des organisations, parce que je n'aimais pas le marketing et la finance. Et puis après, quand on m'a demandé de choisir entre bosser chez Procter & Gamble et Coca-Cola, j'ai choisi de rentrer dans une boîte de conseil en management et en organisation française. En tout cas, voilà. Donc j'étais un peu donc j'ai fait du conseil en organisation et en management pendant 11 ans. Et puis, ce faisant, moi, je me suis un peu éloignée de ce rapport au lieu qui, en réalité, était en moi depuis toute petite. Moi, j'ai toujours été sensible au lieu. J'ai toujours, moi, j'aime bien raconter que je jouais dans des maisons en démolition dans le quartier où je grandissais, ce qui est quand même un truc, quand j'y repense, je me dis, mais ça me fait froid dans le dos. Quoi. Je veux dire, tout ce qui aurait pu m'arriver, c'était bon. Donc là, en fait, moi, je me suis simplement reconnectée en fait, à ces souvenirs d'enfance, hein, à cette sensibilité qui était là du départ. Et donc, quand j'étais consultante, en fait, moi, j'étais vraiment frappée de l'impact des lieux. J'ai Ça le souvenir. s'exprimait comment pour toi à ce moment-là? Par exemple, il y a une intervention qui m'a beaucoup frappée. Donc, je travaillais pour une régie immobilière. Et on avait démarré une démarche qualité parce que le problème qu'ils avaient, c'est que entre les clients et qu'ils appelaient pas clients, qu'ils appelaient candidats quand c'était avant la signature du bail ou ils appelaient usagers. Enfin, voilà, il y avait en tout cas déjà des termes qui étaient particuliers. Et le personnel, c'était assez tendu, c'était assez conflictuel, c'est-à-dire qu'ils se faisaient harceler pour moins de cumulus en panne, les gens appelaient 5 fois parce que en fait, ils n'avaient pas confiance dans le fait que leur demande allait être traitée. Donc, du coup, comme les gens se faisaient harceler, ils étaient odieux avec les clients. Enfin, bon, donc il y avait un truc qui était autour de la confiance. Hein, on sentait bien là-dessus. Donc, et en fait, à un moment, moi, je me suis mis dans le circuit du client, hein, de dire, voilà, si je prends son cheminement, qu'est-ce que je vois? Et à un moment, je voyais qu'il y avait une rupture dans le circuit, c'est-à-dire que quand on arrivait pour chercher un appartement, on était très bien accueillis par un truc, voilà, c'était une boutique en fait, hein, très jolie, très contemporaine. Puis dès qu'on avait signé le bail et qu'on allait par exemple à la caisse pour payer sa caution, là on changeait d'univers. À un moment, on poussait une porte et là, c'était gris, c'était poussiéreux, il y avait des piles de boîtes à archives, on était face à un IGAphone, c'était un truc. Donc, il n'y avait pas de continuité en fin de compte. Pas de continuité. Ouais. Pour moi, là, il y avait vraiment un truc qui se passait dans le cerveau du client qui disait mince, on m'a fait le coup de l'appartement qui est moi. En fait. Et qu'à partir de là, simplement cette déconnexion dans le circuit, elle cassait complètement la relation de confiance.
Et du coup, voilà, c'est un peu avec des petites choses comme ça que je me suis dit, tiens, là, il y a vraiment un truc à aller creuser sur ce rapport au lieu. Et en fait, dans ce rapport au lieu, enfin, moi, j'ai vraiment mis le doigt dans un truc, donc je me dis, c'est génial parce que je ne vais jamais en ressortir, parce qu'il y a tellement à explorer, que ce soit visible, invisible, énergétique, symbolique, le côté rationnel, sensible, les couleurs, l'aspect santé, la dimension de l'écologie aussi, hein, de comment l'homme détruit son environnement ou pas. Donc, voilà, il y a vraiment tout ça dans ce rapport au lieu, plus la dimension des sciences humaines, hein, l'anthropologie, la sociologie, etc. Donc, ça, c'est vraiment. Ouais, moi, il y a vraiment un truc magique, hein, en fait, dans toute cette dimension du lieu, que ce soit des lieux. Magique dans le sens infini, tu veux dire? Ah oui, oui, oui. Enfin, et puis, moi, j'ai vraiment l'impression de toucher à un truc. C'est à la fois très archaïque, hein, vraiment je touche au sens profond des choses en fait. Moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est vraiment de remonter à ça. Et donc, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, moi, ma difficulté, ça a toujours été toujours, on a voulu me faire rentrer dans des cases. Par exemple, j'ai quitté voilà, ce cabinet de conseil au moment où on m'a dit, ben, là, tu ne peux pas continuer à faire du management des hommes et de l'organisation ou des démarches qualité, il faut que tu choisisses. Donc, tu choisis le silo dans lequel tu rentres. Et là, moi, je n'ai pas pu choisir, en fait. Donc, j'ai dit, écoutez, moi, je m'en vais, en fait. Donc, c'est à ce moment-là que je suis repartie. J'ai quitté cette société, et puis j'ai fait une formation en architecture intérieure sur 5 ans. Et puis derrière, voilà, je me suis formée au Feng Shui, au Bazhe, qui est la dimension un petit peu individuelle hein, du Feng Shui, la géobiologie, les tracés régulateurs et tout ça, en fait. Hein. Donc moi, mon vrai talent, en fait, c'est d'être entre les cases hein, et d'être du coup en capacité en fait, de couturer ensemble des choses qui sont dans des silos séparés, en fait. Et de remettre un petit peu d'huile dans les rouages pour faire en sorte que ça se parle. C'est-à-dire que voilà, les architectes d'intérieur, ils raisonnent bâtiment. Il résonne esthétique, il résonne lumière, il résonne couleur. Et puis, alors, c'est un peu moins vrai maintenant parce que ça bouge aussi, mais il ne résonne pas tellement management, sens de l'humain, vécu des gens, etc. Alors après, voilà, il y a des gens qui font bouger ces lignes-là, hein, mais en tout cas, le gros de l'attention des architectes ou des architectes d'intérieur, il est sur le bâtiment plus que sur les normes, sur la législation, plus que sur le vécu en fait, des gens à l'intérieur. Et alors, du coup, quand tu as un projet comme ça, on va dire englobant, total, tu ne travailles pas toute seule, donc du coup, tu as forcément une équipe ou des collaborateurs, des prestataires dans les différents corps de métier du bâtiment. Comment t'en es arrivé à trouver des personnes qui étaient sur la même longueur d'onde que toi pour ce type de projet? Parce qu'il y en a maintenant, on en entend de plus en plus. Oui, absolument. Comment ça s'est fait? Alors, moi, c'est là où je me dis la vie est fabuleuse, hein, c'est que elle m'amène les réponses en fait. C'est que moi, c'est vrai que quand tu démarres, tu as besoin d'artisans, que bon, tu sais pas trop sur qui tu vas tomber et que moi, la vie m'a amené des gens qui avaient un peu ces profils hybrides aussi. C'est-à-dire que moi, mon plombier, par exemple, il était banquier dans une vie antérieure. Hein. Enfin, quand je dis dans une vie antérieure, c'est il y a eu une reconversion profonde. Il s'est reconverti. Mon plâtrier peintre préféré, c'est quelqu'un qui a fait HEC, qui a eu une carrière internationale dans l'assurance et puis qui a passé son CAP de plâtrerie peinture. Donc il y a des gens quand même qui se rendent compte que la sphère intellectuelle, c'est une chose, mais qu'à un moment, il faut réancrer les choses dans la matière et que ça, on ne nous a pas forcément appris. Je pense qu'on a tous été formatés dès qu'on est bon élève hein, dans notre parcours. Il y a quand même un peu l'idée qu'il faut faire des études, il
faut être dans le commandement, faut pas se salir les mains en fait. Hein. Il y a un peu ça. Et que la réalité de notre équilibre personnel, elle n'est pas là. C'est qu'il y a des gens qui ont besoin de faire des choses avec leurs mains. Mmh. Et ça, c'est énergétique. Hein. Donc ça, c'est des choses qu'on voit bien avec les bas de œufs, par exemple. Hein. D'aider les gens en fait à trouver un métier qui leur convient à eux et qui ne correspond pas forcément à ce que leur environnement a projeté pour eux. Oui. Donc c'est voilà, là, je dirais la vie est bien faite. Après, c'est vrai que je travaille avec un maître d'œuvre. C'est pareil, on a beaucoup discuté de ce rapport au lieu, etc. Et ce qui est assez rigolo, c'est que maintenant, il voit des choses. Quand je dis pas, il commence à voir des choses qui sont de l'ordre de l'invisible. Oui. Donc c'est pas, on n'est pas face à des choses qui sont, c'est un don qu'on reçoit du ciel à un moment donné. Je pense que vraiment que c'est des choses dont tout le monde est capable. C'est une éducation en fin de compte, c'est une sensibilité à développer. Ouais, c'est une sensibilité déjà à débloquer parce qu'il y a déjà une prise de conscience. La première chose, c'est savoir que ça existe. Tant qu'on le nie, on ne peut pas se préoccuper d'un truc dont on nie l'existence en fait. Et puis, puis de commencer à travailler avec cette dimension-là, d'y confronter, de l'accepter tout simplement. Et puis, à partir de là, c'est un peu chacun avec sa boîte à outils en fait. Hein. Mais en tout cas, je pense que vraiment, on touche quelque chose dont on est tous capables. En fait. Oui, j'en suis convaincue aussi. Et du coup, c'est très chouette parce que si un jour je suis à court de candidats pour ces interviews, je peux aller te demander. Là, apparemment, il y a pas mal de profils, de nouveaux artisans qui ont eu des reconversions. Oui, après, c'est vrai que les métiers du bâtiment, ça reste des métiers difficiles parce qu'il y a quand même encore à changer le regard du public. Hein. C'est-à-dire que moi, je suis persuadée, par exemple, d'un truc, c'est qu'un peintre, quand il barbouille la peinture sur votre mur, il barbouille aussi son intention énergétique au moment où il le fait. C'est-à-dire que s'il dit c'est génial ce que je fais, comme c'est beau, et puis ces gens, j'ai tellement envie qu'ils soient bien dans cette maison, il va cristalliser quelque chose qui ne va pas du tout être du même ordre. C'est que s'il dit qu'est-ce qui m'embête, et puis c'est un mauvais payeur, et puis il m'a mal parlé tout à l'heure, etc., etc. Donc, et ça, c'est quand même quelque chose qui va rester sur les murs, en fait. Là, bon, là, je parle de peinture, mais on peut parler aussi de tout, hein, que ce soit du gros œuvre aux finitions. Cette dimension énergétique, elle est, de l'intention qu'on projette dans ce qu'on fait, elle est partout, en fait. C'est pareil, quand je dessine un plan, l'intention que j'ai à un moment donné, elle va guider ma main, elle va guider ma pensée. Donc, je ne vais pas dessiner la même chose si je me projette dans une intention de bienveillance pour mon client ou si je me projette dans une idée de faire au plus court, au plus économique et au moins prenant pour moi. Donc ça compte. Le problème, c'est que les clients ne sont pas forcément tous vigilants là-dessus. Et que même si le discours, c'est « ah oui, oui, c'est vachement bien », à un moment, il y a toujours la question de « oui, mais combien ça coûte ? Ah oui, mais bon, je vais prendre l'artisan en moins de 10 ans parce qu'il y a finalement pas tant de conscience que ça de l'importance en fait, le mot-clé, c'est le respect. Autant moi, je parle de respect du lieu, c'est-à-dire que il faut que les gens, les maîtres d'ouvrage, hein, les clients, soient dans une forme de respect du lieu et pas uniquement… On est dans un jeu de faire alliance avec le lieu. Et quand on veut faire alliance avec quelqu'un, on le respecte, on le traite bien. On ne l'instrumentalise pas, en fait. Donc, le fait de dire… moi, où est-ce qu'il faut que je mette la fontaine pour que la fortune arrive, c'est pas comme ça que ça marche, en fait. Et le respect, c'est aussi le respect qu'on doit aux gens qui travaillent. Parce que c'est des métiers qui sont durs, hein, physiquement. Et puis,
Donc comment on traite ces gens qui bossent sur les chantiers pour qu'ils aient envie de donner le meilleur, pour qu'ils soient dans une intention constructive en fait. Neutre, dans le pire des cas, neutre. Dans le pire des cas, neutre, ouais. Parce que déjà, effectivement, quand on voit l'état du bâtiment actuellement, neutre, c'est déjà pas mal. Parce qu'on on a un vrai souci sur ces métiers-là. Et le bonheur que c'est de travailler avec des gens qui ont un cerveau, qui s'en servent, qui réfléchissent à ce qu'ils font, qui essayent de bien faire tout simplement, qui essayent de travailler en équipe. Parce que dans le bâtiment, il y a toujours des problèmes à résoudre. De toute façon, ça c'est inhérent, surtout en rénovation. On ne peut pas le chantier parfait où tout se déroule sans anicroche, ça n'arrive pas. Donc, ce qui compte, c'est comment on se met dans l'idée que, ok, on va tous remonter les manches pour résoudre le problème de façon cohérente, sans qu'il y en ait un qui dise ah ben non, moi vous débrouillez, c'est pas mon problème. Ça c'est important en fait dans cette partie chantier qui est, je dirais pas que c'est la plus marrante. Franchement, mais bon, ça ancre dans la matérialité, ça évite d'avoir l'esprit qui s'envole. On est forcément les pieds sur terre. Aujourd'hui, ton activité, en fait, si tu devais résumer, qu'est-ce qui est essentiel pour toi dans ton activité aujourd'hui? Tu te sens garante de quoi? Alors, je me sens garante de quoi? Pour moi, il y a quelque chose en tout cas dans ce que je cherche à faire, qui est de l'ordre du sacré. C'est-à-dire que pour moi, un lieu de vie, un lieu construit, c'est un peu ce qui vient agrafer le ciel et la terre. Donc il y a une forme de résonance en fait, quand on crée un bâtiment, on crée un volume dans lequel il se passe quelque chose de sacré, en fait. C'est-à-dire que cet objet de la maison au sens large, c'est-à-dire que quand je dis c'est aussi, ça va aussi pour un local professionnel. L'habitat, quoi. L'habitat au sens large, absolument. Qui vient, voilà, c'est un peu, c'est le ciel et la terre qu'on vient faire discuter à un instant donné, à un endroit donné. Donc comment ce qui est essentiel pour moi, c'est de faire en sorte que ce dialogue il se passe bien. Parce qu'un dialogue qui se passe pas bien, ça va être un lieu chaotique, ça va être un lieu qui va être porteur même de malheur pour les gens. Oui. De maladies, de conflits, de choses comme ça. Donc il y a à la fois quelque chose de très archaïque, d'archétypal, mais en tout cas, voilà, le côté sacré de lier ensemble à un instant T, à un endroit donné, la terre et le ciel. Et les individus qui y habitent, parce que du coup, qui habitent ou qui y travaillent. La résultante, c'est que du coup, comment ces lieux, ils impactent l'humain et comment... Alors, il y a des gens qui ont travaillé là-dessus. En général, ça a été pour prendre le pouvoir sur les gens. En tout cas, comment on établit, par exemple, la construction des cathédrales ou d'un certain nombre de bâtiments d'empereurs aussi qui ont géré ça, qui étaient dans une logique de prendre le pouvoir sur les gens. Donc c'est bien évidemment pas ça que je cherche à faire, mais en tout cas, c'est avec ces mêmes techniques, comment on les met au service d'une intention qui est plus une intention d'harmonie. Je dirais ce qui est essentiel pour moi aussi, c'est que c'est globalement que l'humanité fonctionne mieux avec la nature, quoi. Et prenne connaissance un petit peu et reprenne conscience du lien qui la lie à son environnement. Donc ça se fait, y compris le choix des matériaux.
qu'est-ce que, ok, quand je mets sur mon sol du teck de Birmanie, je ne génère pas la même chose que si je prends du bambou ou du sapin local. Du sapin, voilà. Enfin, le sapin, c'est pas forcément l'idéal, mais bon. Oui, mais bon. Voilà, en tout cas. Une essence locale, quoi, en tout cas. Une essence locale, gérée, de forêt gérée, etc., etc. Donc, c'est aussi toute cette dimension-là de réapprendre que c'est une responsabilité par rapport à la biodiversité, par rapport à l'univers, en fait. Moi, c'est ça que j'ai envie de faire découvrir aux gens, en fait. Il n'y a pas de choix anodin, il n'y a pas d'acte anodin. Oui, absolument. Et les conséquences sont là. Enfin, moi, à t'entendre parler là, sur les exemples que tu disais d'impact sur les lieux, j'ai évidemment plein d'exemples personnels de lieux où je me suis sentie de suite très bien ou très très mal. Mais je me rappelle dans l'un des stages que j'avais fait il y a X années maintenant, où je n'avais pas encore de bureau et où on m'avait mis dans un bureau momentané, dans une espèce de placard à balai face à la porte des toilettes. Je me suis dit, bon, ok, je vais passer X mois ici, je ne sais pas combien de temps je vais rester dans ce placard à balai face aux toilettes des hommes. Il y a mieux quand même pour travailler et se sentir accueilli dans une entreprise. Bon, ça n'a pas duré très longtemps, mais quand même. Voilà. Oui, non, mais ça c'est sûr que voilà, la qualité spatiale. Après, moi, j'ai plein d'exemples, ne serait-ce que le sens qu'on met aux choses. D'ailleurs, moi, je me rappelle d'un couple qui dormait sur une mezzanine, qui avait laissé les grandes chambres aux enfants. Donc, il y avait une espèce de surinvestissement des enfants par rapport à la place qu'ils laissaient à leur couple. Donc, si on revient à la dimension anthropologique, c'est-à-dire que la qualité qui prenait, en fait, les meilleurs territoires, ils sont donnés à ce qui est le plus important. Donc, la plus belle pièce dans une maison, qui la prend? Est-ce que c'est le bureau? Est-ce que c'est la chambre? Est-ce que c'est la cuisine? Moi, il n'y a rien qui m'agace. Avec la télé. Oui, c'est ça, ou la chambre des enfants. On voit assez bien un petit peu les rapports hiérarchiques dans une famille ou dans une entreprise, c'est la même chose, en fonction de ne serait-ce que les mètres carrés. Qui a les mètres carrés? Qui a les mètres carrés de meilleure qualité? Avec moi, j'ai des femmes, par exemple. Alors, c'est toujours assez, donc moi, je forme des personnes au Feng Shui et au Batze à visée professionnelle. C'est-à-dire que moi, ce que je fais en sorte que ces gens puissent l'intégrer dans une pratique professionnelle. Et je me rappelle d'une jeune architecte qui avait mis son bureau, donc elle était en mode création d'entreprise, et elle avait mis son bureau sous l'escalier, dans une espèce de recoin sombre, sans lumière, parce que sur le palier qui était beaucoup plus qualitatif, il fallait mettre le coffre à jouets des enfants. Donc là, le fait de lui dire, est-ce que tu prends conscience de ce que tu es en train de faire et de quels sont les messages que tu envoies à l'univers quand tu dis, moi, mon entreprise, elle est sous l'escalier, voilà, dans l'ombre. Surtout, faudrait pas que ça se développe trop, effectivement, alors que les enfants, ils ont un territoire magique. Et moi, quand les gens me disent, oui, mais bon, la chambre, c'est pas tellement important, on fait qu'y dormir, je dis, mais c'est juste un contresens pour moi, parce que c'est juste un tiers de notre vie quand même. D'une part, et puis surtout, c'est le tiers qui permet de faire le reste de nos activités. C'est-à-dire que si on dort mal, ça ne sert à rien de se poser la question du développement professionnel. Donc, du coup, voilà. Puis c'est toute la sphère du couple. Une chambre, c'est autre chose qu'un lieu où on est absent la moitié du temps, quoi. La qualité du sommeil, la qualité relationnelle, c'est là où le couple débriefe de ses journées, sans parler du rapport à l'intime. Donc c'est autre chose qu'un lieu où on fait que dormir. Donc voilà, c'est aussi de hiérarchiser un petit peu En fait, je me rends compte que souvent mon métier, c'est simplement de traduire pour les gens les conséquences de ce qu'ils font dans leur espace. En fait.
Et puis c'est dedans et c'est aussi dehors. C'est-à-dire, je repense à une jeune femme qui me disait que elle, ce qu'elle voulait, son objectif, c'était de trouver l'âme sœur. Et puis elle avait sur son paillasson, donc je n'avais même pas encore poussé la porte, que j'avais déjà une partie de la problématique. C'est-à-dire qu'elle avait donc son paillasson, c'était Taz, hein, le personnel de Tex Avery, hein, il fait comme ça. Et c'était écrit Go Away. Donc, elle dit OK, elle se plaignait de voir personne et c'était juste écrit full camp. Donc, évidemment, c'était logique. Hein. Donc, le fait de remettre de la cohérence dans ce qu'on souhaite hein, et ce qu'on fait dans nos espaces. Et se poser aussi la question de est-ce que je veux, c'est vraiment bon pour moi. Et ça, c'est toute la dimension des bas de hein, qui est intéressante aussi. D'aider les gens, et ça aussi, c'est un truc qui est vraiment. Donc, les bases, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les 5 piliers, c'est ça? Alors, les 4 piliers de la destinée, hein, qui est un peu aussi, c'est aussi un des outils de la pensée chinoise, hein, qui est la dimension, la technique, en fait, qui permet de décortiquer la trame énergétique d'une personne en fonction de sa date de naissance et de son heure de naissance. Donc, toujours avec la base des 5 éléments, hein, on est toujours dans la même base théorique. Et 5 éléments chinois. Des 5 éléments de la pensée chinoise, absolument. Oui. Et c'est une démarche qui permet aussi aux gens de comprendre pourquoi, donc quels sont les objectifs qui sont équilibrants pour eux dans leur vie par rapport à ce qu'ils ont à faire dans cette vie-ci. Et pourquoi le fait de dire je veux absolument créer mon entreprise n'est pas forcément quelque chose qui convient à la personne. Parce que peut-être qu'elle veut créer son entreprise parce qu'elle vient d'une famille de créateurs d'entreprises et que donc si elle ne fait pas comme le grand frère qui a tellement réussi et qui est valorisé par papa-maman, eh ben, il passera pour un raté. Mais sauf que c'est peut-être pas ça qu'il lui faut à lui. Donc du coup, voilà, c'est de recaler les gens sur ce qu'ils ont vraiment à faire eux. Sur leur potentiel. Sur leur potentiel, sur voilà, leur chemin de vie. Et ça, il y a un côté vraiment là pour... Moi, il y a quand même plein de fois où je me dis mais quelle chance j'ai de faire ce métier-là, quoi, d'éclairer les gens, on a vraiment le pouvoir de changer la vie des gens, quoi, et d'avoir des feedbacks qui sont oui, je me sens lumineux, je me sens léger, je me sens enfin en possession de ma vie, quoi, de reprendre le contrôle de mon existence. Avec une modification du lieu de vie. Avec déjà avec simplement le fait de comprendre comment on fonctionne et puis en ayant placé effectivement au mieux dans leur espace et de leur donner à comprendre aussi, ça peut être simplement de décoder ce que le lieu a à leur dire. Ok, il y a l'idée aussi que le lieu c'est une rencontre. C'est un peu comme on va dire une pierre qui est mise à un moment sur notre chemin pour nous éclairer sur quelque chose qu'on a à faire. Encore faut-il entendre le message. Donc il y a des lieux qui sont transitoires, il y a des lieux qui sont là pour nous prendre le temps de faire une pause, parce que justement il y a une forme d'inertie. Il y a des lieux qui sont là au contraire pour nous remettre en mouvement parce qu'il y a une instabilité dans le lieu qui fait que ça va nous bousculer un peu. Donc, c'est l'idée aussi de comprendre ce que le lieu a à nous dire. C'est là, dans ce lieu, c'est un endroit pour se préoccuper de telles problématiques, de conflits, voilà, qui remontent à la petite enfance, par exemple. Et puis, quand le travail est fait, bizarrement, de façon assez naturelle, les gens changent de lieu. Donc, ça aussi, c'est assez intéressant de voir comment les lieux nous accompagnent, accompagnent les évolutions dans notre vie, parce que les choses ne sont pas linéaires. Donc ça, c'est voilà, ça c'est assez génial, hein, un petit peu cette capacité à vraiment changer la vie des gens, quoi. Ça, c'est un truc. Alors ça demande aussi un grand travail sur soi. Ça, c'est aussi un truc qui est, je pense, très important par rapport à ce métier. C'est que
À partir du moment où les gens nous donnent un pouvoir, hein, nous donnent une influence, où les gens nous confient les clés de quelque chose qui est important, qui est agissant pour eux, c'est important de travailler sur mais qu'est-ce que j'en fais de ce pouvoir. Donc, d'affiner son ego, de le mettre au bon endroit, de bien se poser la question de ça, est-ce que c'est légitime pour moi d'aller là-dessus ou pas, de pas dépasser un certain nombre de limites, et toujours dans l'idée d'être bienveillant par rapport aux gens, quoi. Ça, c'est un truc. Pour moi, quand on touche à quelque chose qui est aussi sacré, j'ose ce gros mot, hein, que ce métier-là, on n'a pas le droit à l'erreur. C'est-à-dire que l'erreur, elle se paye cash. Si je fais moins de faux pas parce que je prends le pouvoir sur un tel ou une telle, où je me dis, ben, finalement, ok, ils ont de l'argent, ben, ils vont pouvoir payer ou je sais pas quoi. C'est quelque chose que je vais payer, que je pourrais payer très, très rapidement et de façon assez conséquente. C'est-à-dire que quand on est sur ce chemin-là, je pense que la vie, à la fois la vie nous accompagne, c'est-à-dire que moi, ce qui m'a frappé, parce que l'apprentissage de ça passe parfois par des moments un peu difficiles. Hein. Je me suis retrouvée dans des circonstances ou dans des situations où je me suis vraiment demandé comment j'allais m'en tirer. Et ce qui est, donc la vie bouscule, hein, pour mettre en mouvement, mais moi, ce qui m'a toujours frappé, c'est que les réponses, elles arrivaient toujours juste derrière. C'est, bah tiens, j'appelle quelqu'un pour lui demander un coup de main, il me dit, ah bah tiens, ça tombe bien, parce que ça, je viens juste de l'apprendre la semaine dernière avec un tel, quoi. Donc, il y a une forme d'enchaînement un peu fluide. Moi, ce que je disais à une des personnes qui m'a formée, c'est j'ai l'impression d'être dans une barque, hein, sur un grand fleuve. Et dans ce fleuve, bah, des fois, il y a des moments où c'est tranquille, et puis il y a des moments où il y a des rapides. Il y a des moments où je me dis, oulala, comment je vais faire. Et puis il y a des moments où j'aimerais bien ramer, remonter un peu en arrière, mais c'est pas possible parce que je rame pas assez fort par rapport au courant qui m'emporte. Mais moi, j'ai toujours eu la sensation que ce fleuve, il est bienveillant. C'est-à-dire que le fleuve, il sait où il veut m'emmener. Moi, je ne sais pas encore, hein, mais en tout cas, ce fleuve, il sait où il m'emmène et il veut que je réussisse. Et il va me donner toutes les billes pour que j'y arrive. Et ça, vraiment, moi, c'est une conviction profonde, hein, une forme de bienveillance de la vie par rapport à une protection, à un accompagnement, en fait. Donc, voilà, donc c'est un peu comment j'aide les gens aussi à ramer dans leur barque sur le fleuve. C'est-à-dire que moi, cette expérience que j'ai vécue, c'est aussi ça que j'ai à transmettre aux gens, en fait. Très bien, je te remercie Isabelle. On va finir, pour pas que ce soit des interviews trop longues non plus. On verra par la suite si elles sont plus longues, plus courtes. Voilà, on verra avec les ressentis des auditeurs et autres. Quelques questions courtes, courtes pour finir. Ta source d'inspiration principale, j'imagine qu'il y en a plusieurs. Alors oui, il y en a plusieurs. Moi, je dirais deux choses. La première, c'est le silence et l'intériorité, déjà, d'une part, hein, ma petite voix intérieure. Hein, Et la deuxième chose, c'est l'ouverture, l'écoute, les voyages, les échanges. Et c'est vrai que tu faisais référence à nos discussions. C'est vrai que pour moi, c'est vraiment une source d'inspiration majeure. Les échanges qu'on a pu avoir. Qu'est-ce qui te fait bondir? La chosification du vivant, c'est-à-dire le fait d'instrumentaliser les autres, les plantes, les animaux et les lieux aussi. Hein. Pour moi, les lieux, ils sont vivants. Donc, le fait de les instrumentaliser, de les voir comme à notre service, c'est effectivement aussi une chose qui me fait vivant, qui me fait bondir. Ok. Qu'est-ce qui fait que tu gardes les pieds sur terre?
Alors, déjà, ce qui est intéressant dans ta question, c'est qu'elle pose le postulat que l'ancrage est une chose importante, hein. Donc ça, c'est dans un monde qui bouscule, donc ça, c'est déjà important. Moi, je dirais deux choses. Le Qigong que je pratique et mon mari qui me pose quand même des bonnes questions qui, des fois, m'empêchent de décoller en disant non, mais attends, reviens sur Terre. Là. Donc, ça, voilà. Donc, un beau binôme de ce côté-là. Ouais, un bon binôme, ouais. Même des fois, je lui dis non, mais laisse-moi m'envoler. Mais non, en fait, ça me fait quand même du bien qu'il soit à mes côtés pour me poser des questions qui frictionnent un peu des fois. Ok. Une découverte à nous faire partager, un événement, un site, une personne, un livre. Alors, bien sûr, je ne peux pas ne pas faire référence à la personne qui m'a formée, hein, Marie-Pierre Dillenzeger, hein, qui est vraiment mon mentor. Hein. Et puis, une deuxième personne aussi que j'aime bien et qui est vraiment à découvrir, c'est Annick de Souzenel. Alors, c'est un personnage encore. un peu différent, voilà, mais en tout cas, elle est en vie absolument. C'est une belle image de la vieillesse déjà, et puis et de la sagesse. En tout cas, c'est quelqu'un. Ouais, c'est un peu un modèle. Les deux sont un peu un modèle pour moi. Alors, c'est un peu différent, mais en tout cas, c'est deux rencontres que je conseille à tout le monde, en fait. Je partage. En plus. Et tes projets, qu'est-ce qui t'attend là dans les mois à venir ou dans les semaines à venir? Alors, qu'est-ce qui m'attend Alors, dans les projets, alors il y a la première chose, c'est un voyage aux États-Unis là, qui sera sur le mois de juin pour aller découvrir des espaces de travail inspirants. Donc ça va se faire avec des professeurs en management, des chercheurs, des gens qui travaillent vraiment sur l'impact des lieux de travail. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, alors c'est un peu plus chaotique à se mettre en place, mais c'est l'écriture d'un livre, effectivement. Et puis, voilà, de peaufiner un petit peu mes outils de transmission. Hein. Moi, je suis persuadée que mon chemin de vie passe aussi par la transmission d'un certain nombre de choses. Donc, le livre en fait partie. Et puis, peut-être d'autres outils, voilà, plus savoir avec la formation. Les formations que tu proposes déjà. Formation que je propose et puis qu'il faut que je réactualise, que je développe, que je mette un petit peu plus sur des supports plus facilement accessibles, on va dire. Donc, voilà, et puis deux, trois autres bricoles, mais il faut garder un petit peu surprise. Bon, je te remercie beaucoup, Isabelle. C'est moi qui te remercie en tout cas de cette interview et puis de cette série que j'ai hâte de découvrir. Je te remercie. J'espère qu'elle te plaira. Au revoir à tous. Au revoir. Merci en tout cas.